Bienvenue Nicolas. Je te laisse présenter et fais-nous vibrer Oui, la bonjour, salle. donc je suis Nicolas Van der Biest et je suis directeur des opérations chez Sapeur-Verde. Alors, moi, ce qui m'intéressait énormément, c'est qu'on parle en fait de réseau social et de médias, mais ça a fait un vrai bouleversement en quelque sorte, dans la mesure où tout d'un coup, en fait, tout le monde reçoit un pouvoir incroyable, un pouvoir qui est celui en fait de pouvoir publier n'importe quoi. Tout le monde désormais peut publier, tout le monde peut agir, tout le monde peut produire de l'information et cette information peut être vue par tous. Et ce petit changement, ce petit pouvoir, le principal problème en fait sur le web, c'est qu'il n'a pas été appréhendé et pris de la même manière en fait par tous les individus. On remarque en fait que les personnes extrêmes, qui ont en tout cas des points de vue assez extrêmes, publient davantage en fait que les personnes qui n'en ont pas, qui sont à peu près rationnelles, presque normales avec de grands guillemets. Et ça, c'est un bouleversement informationnel dans la mesure où en fait, dans le marché de l'information disponible, ce qui est possible et disponible à travers les réseaux ou à travers Google, en fait, je vais avoir une surproduction de contenus qui sont jugés comme radicaux. Et donc, ça va forcément avoir une influence aussi parce que avec cela, on a voulu agencer des contenus. Et quand les différentes plateformes des réseaux sociaux ont réfléchi à cet agencement de contenu, à cette architecture, alors qu'auparavant nous avions une salle de rédaction dont les principaux médias qui décidaient en fait des actualités qui allaient être mises en une le lendemain, avec une hiérarchie assez claire, information politique nationale, information économique nationale, information étrangère et puis après la culture et le sport. On est passé à un monde où les plateformes ont dû réagencer les contenus à travers des timelines. Et là, il y a eu une conférence aussi, mais entre Técos, et ils se sont dit comment est-ce qu'on agence tout ça. Il y en a un qui a levé la main et qui a dit j'ai une idée, en fait, on va montrer aux gens ce que les autres gens aiment. Et donc tout va être modifié via le prisme de plus il y a de j'aime sur une publication, plus il est assez logique que les autres gens pourront le voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là où nous avions avant une information qui était importante, économique, du style le pourcentage en bourse ou autre, qui était jusqu'alors très visible, très importante, hein, en fait, on se retrouve plutôt avec des informations de ce type-là, c'est-à-dire des chats, et bien plus de visibilité. En fait, l'architecture a complètement changé, elle est complètement différenciante. Et le cas le plus probant, on a beaucoup parlé de coronavirus ou de Covid, c'est le fait qu'en réalité, quand on observe un simple truc contre un institut comme CERN, qui a un nombre de tweets bien faible quand on compare avec quelqu'un d'autre qui est Didier Raoult sur la période, qui a presque 1 million de tweets, on comprend bien en fait que les réseaux sociaux, les espaces numériques et autres, étant agencés avec d'autres indicateurs non humains, complètement automatisés, en fait favorisés par l'architecture des personnes qui sont tout autres. Et ça, évidemment, c'est un changement informationnel qui va permettre aux personnes actives, aux personnes minoritaires et autres, à avoir beaucoup plus d'influence que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Autre point qui a déjà été en fait un peu abordé précédemment, c'est le simple fait qu'il y a tout un certain nombre d'informations qui étaient plutôt, on va dire, attractives auparavant. Vous êtes une table avec des amis, vous allez parler de ce que vous aimez, de ce que vous aimez, pardon, de la dernière série que vous avez, du fait que, voilà, par exemple, vous aimez les pommes. Euh, Mais aujourd'hui, si vous allez publier en fait j'aime les pommes sur Twitter, Facebook ou autre, bah, la plupart des gens n'auront rien à foutre. Et comme ils n'en ont rien à foutre, en fait, ça ne sera pas montré aux autres parce que très rapidement, l'algorithme va calculer que ce contenu, bah, tout le monde s'en fout, donc j'aime les pommes, très bien pour toi, mange-en et ferme ta gueule. Au contraire d'un autre contenu qui est, mais c'est de la merde. Et mécaniquement, vous postez j'aime les pommes, vous recevez 0 like. J'ai l'impression de faire de la merde. Vous repostez la même chose en disant mais c'est de la merde ces pommes en fait. Euh, et bam, là vous avez énormément de récompenses. Les réseaux sociaux ont aussi changé quelque chose d'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, une minorité, ça n'existe plus aux yeux des réseaux sociaux. Pour bien illustrer en fait ce constat, je vous ai pris un exemple assez simple. C'est mon pays. En fait, les gens en Belgique trouvent que la bière française, elle est bonne. Et forcément, quand on peut s'organiser en bulle et autres,
elle commence en fait à voir la vie de la même façon et à s'auto-convaincre en fait que effectivement la vie peut être bonne. Et forcément ça va avoir un impact que quelqu'un qui considère que cette chose-là, qui est bien sûr mise de façon visée pour que ça soit soutenable à la présentation, j'en étais sur ma fameuse canette Kronenbourg, où en fait, évidemment, les gens qui considèrent ça bon, qui ont une certaine vision du monde, bien évidemment, et cette vision du monde est un certain cadre. Et en fait, ce cadre, il peut s'appliquer sur des faits, des actualités, et impacter la manière dont on le perçoit l'événement. C'est-à-dire que le fait est le même, c'est l'interprétation des faits qui est complètement différente. Et ça joue un miroir assez grossissant, comme on pouvait voir dans les illustrations autour du coronavirus, où on avait des fils parfois extrêmement rapprochés dans une photo, alors que si on regardait sur un autre cadre, on le voyait. Et finalement, ces agglomérats, ces bulles de personnes, ce sont des cadres qui sont différents et qui peuvent s'appliquer, qui parfois ont des visions tronquées. Je vous ai pris 2 exemples ici de cadrage informationnel, heu, avec, d'une part, Monique Pinceau-Charlot, qui est une sociologue qui a appliqué en fait le fait que, le coronavirus finalement c'est le désir des riches, d'exterminer la moitié de l'humanité la plus pauvre. Ou Yannick Jadot, qui disait que la plupart des causes du covid comme la déforestation et les énergies fossiles sont aussi à l'origine du changement climatique. Il faudra expliquer quand même pourquoi la déforestation ou l'énergie fossile ont créé le coronavirus. Hem et ces cadres, cette façon de penser, évidemment, ça modifie aussi les objectifs des gens, c'est-à-dire la mission qu'ils s'imposent quand ils discutent de la société, quand ils discutent des marques ou autres. J'ai pris un exemple avec le glyphosate, où vous avez une arène opérationnelle, c'est-à-dire celle qui utilise, en fait, le produit, avec des agriculteurs, des chercheurs qui essayent de voir, si ce glyphosate, est bon, ou mauvais, et les politiques qui décident si on peut l'utiliser ou pas. À côté de cela, il y a une autre arène de combat avec une opposition en fait entre, d'une part les ONG, et l'opposition, au gouvernement qui va s'opposer en fait aux agriculteurs et aux entreprises, phytosanitaires. Une autre arène est celle de l'arène politique où évidemment un gouvernement va s'opposer en fait à l'opposition. Heu et la dernière arène est l'arène scientifique. On va essayer d'analyser platement les choses. Et chaque arène a ses propres règles de combat, et il y a d'autres combattants à l'intérieur de celle-ci. Et chaque agenda s'entrechoque en fait. Si l'arène scientifique, il en ressort quelque chose de différent, ça va bien sûr impacter, les autres arènes. Et ça vous montre bien en fait qu'entre des gens qui ont des cadres de vue différents, hem et aussi qui ont des objectifs différents, ils ne vont pas en fait parler de la même chose, et donc ça ne peut créer en fait que le désordre. Et donc c'est extrêmement mauvais, pour que le dissensus devienne consensus, pour que la minorité devienne majorité et qu'on soit d'accord et qu'on vise de façon allez, apaisée. Donc ça, c'était pour les changements, informationnels dans la structure du web et des réseaux sociaux. Le 2e chose, c'est comment est-ce que finalement les minorités vont tenter en fait, d'influencer et de montrer que leur vision du monde est meilleure, ou que les marques doivent changer. Il y a un des mécanismes, qui rapidement a été allez, utilisé par les différentes, minorités, c'est le mécanisme de l'astroturfing. L'astroturfing, en fait, au départ, c'était un produit qui s'appelait l'astroturf, qui était un produit de Monsanto, qui symbolisait du gazon synthétique, en opposition, en fait, avec le grassroots, qui est, en fait, le vrai mouvement citoyen. Et donc, petit à petit, avec internet, ces minorités ont tenté de se faire croire plus grosses qu'elles ne l'étaient et tenté de faire croire qu'elles étaient la majorité. En truquant des sondages parfois, en utilisant Twitter dans le but en fait de faire passer un sujet comme étant tendance émergente. Or une tendance émergente, en fait, c'est la différence entre un volume dans le moment présent comparément au volume précédent. Je prends un exemple, mais Coca-Cola, le Coca-Cola est mentionné tous les jours. C'est une marque, qui est très, très mainstream et qui du coup est mentionnée énormément de fois par jour. Bah, avant que Coca-Cola soit en trade topic, il faudrait le double ou le triple du volume.
très rare que ça arrive, voire même impossible, pour eux et donc ça, en fait, il y a des mécanismes où on se réunit, en fait, à un certain nombre de personnes, 100 à 200 et on cherche, en fait, à propulser, des hashtags dans le but des tendances émergentes, parfois en utilisant, des mécanismes, de robots ou, on va faire tweeter plusieurs comptes parce qu'on en a un de secours. C'est le fameux adage sur internet: «Personne ne sait que vous êtes un chien». Ça, ce mécanisme en fait de méta-information a aussi en fait, créé une vraie évolution en fait dans l'information, dans le traitement de l'information par les médias et la presse, que j'ai appelé la méta-information. Avec un exemple qui était l'affaire du bikini de Reims. En gros, il y a une femme dans un parc de Reims qui s'est fait agresser parce qu'elle est en bikini. Et en fait, cette personne, qui se fait, agresser, elle c'est un simple fait d'actualité. C'est uniquement dans la rubrique des chiens écrasés. Pourtant, il y a un article qui paraît dans l'Union Ardennais, et dans cet article, il y a une simple citation qui dit: «C'est un incident au Roland de police religieuse». Cette captation, en fait, est récupérée par, les milieux d'extrême droite qui vont, en fait, le propulser, sur les réseaux sociaux et apparaît, cette affaire à un échelon complètement national avec BFM et l'AFP. Pourquoi? Parce que l'agression d'une jeune femme en maillot de bain à Reims enflamme les réseaux sociaux. Et ça, c'était pour moi un vrai bouleversement informationnel, une vraie influence, en fait, d'une minorité qui était l'extrême droite, dans le sens où, heu, on arrive vers, l'extrême droite uniquement du fait qu'en fait, on a peuché, l'actualité, non pas en raison du fait, en tant que tel, mais parce que, les réseaux sociaux en parlent et donc c'est la méta-information. Les gens en parlent, donc forcément, il faut. C'est un autre mécanisme qu'on a pu voir aussi avec Tel Aviv sur Seine. Tel Aviv sur Seine qui était une manifestation sur les réseaux sociaux contre le fait que, Paris, Paris-Plage était organisé, sur les quais de Seine à Paris, et en fait sur les réseaux sociaux, j'avais montré qu'il y avait des mécanismes d'astroturfing, notamment avec, des comptes qui avaient été créés pour l'occasion et le jour même, de la manifestation, en fait, il y avait une faible affluence et c'était extrêmement calme, en fait, à Tel Aviv sur Seine. Ces mécanismes sont aussi en fait, dans le champ politique ou dans le champ des marques, le benchmark, la comparaison dans lequel, avant on se mesurait, l'engin et maintenant on se mesure en fait à coups d'indicateurs en disant, «Anne Hidalgo, elle a eu 8 000 vues sur Facebook, moi j'en ai eu 34 000». C'est pour ça qu'elle a été élue, maire d'ailleurs. Et puis Jacques Sapir, je suis à 138 retweets et aux 138 likes, mon cher Pierrot, à Pierre Moscovici, tu ne te sens pas ridicule. Ces mécanismes sont après récupérés aussi, dans des micro-trottoirs, sur les plateaux TV où avant le mécanisme d'un micro-trottoir, c'est on se balade dans la rue, on interviewe quelqu'un au hasard, on récupère le pouls de la population et en fait, c'est assez problématique dans la mesure où un micro-trottoir dans la rue, même si c'est, peu représentatif et autres, ça reste toujours plus représentatif en fait que les réseaux sociaux dans la mesure où quand on observe un débat politique, comme, une interview ou autre, en fait, on va se rendre compte que, la part des militants, c'est 60 à 70 puisque je suis en France, même en Belgique, des personnes, en fait, qui parlent d'un sujet et donc forcément, quand on fait ces micro-trottoirs, on fait le jeu, en fait, des militants qui sont plus acharnés, et qui donc sont normalement une minorité, mais qui là, sont propulsés, en fait, au degré de majorité et cette projection, de majorité, elle est extrêmement, problématique dans la mesure où en fait, il y a ce qu'on appelle l'effet wagon, heu, où quand on n'a pas un avis sur un sujet, on a tendance en fait mécaniquement à, suivre la majorité, et donc ça produit en fait de la radicalisation, qui produit de la radicalisation, qui produit de la radicalisation et cetera et cetera. Avec comme autre problème aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a, une destruction totale en fait de ce qu'on appelle les référentiels. Les référentiels, c'est quoi? Mais c'est-à-dire que pour un gouvernement, savoir si un mouvement social est fort ou pas fort,
ça a mis un certain temps à se structurer autour de références, un certain nombre de personnes dans la rue. Quand il y a eu la manifestation blanche à Bruxelles suite à l'assassinat de Julie et Mélissa, il y a eu 1 million de gens dans la rue. Bah, quand vous avez 1 million de gens dans la rue, forcément, vous allez pouvoir savoir que c'est important. Sur les réseaux sociaux, c'est très, très compliqué, en fait. Par exemple, on a fait une étude sur les insultes qui avaient été faites en regard de certaines personnes. Et en fait, quand on prenait 140 000 tweets et qu'on les recatégorisait, on n'en avait plus que 10 000 par la suite, dont seulement 2100 étaient une insulte en 1 an sur Twitter. Alors, bien évidemment, il y a Facebook, il y a plein d'autres réseaux, il y a des choses qu'on n'a pas considérées. Mais donc, ça montre bien en fait le problème des références et de dire qu'est-ce qui est un mouvement ou pas. Et pour les marques, je crois ça quotidiennement. Il y a eu 200 personnes qui ont parlé de ce bad buzz. Est-ce que c'est important ou pas important? Les référentiels sont détruits. Avec aussi des tentatives d'influence, et je vais vous montrer un concept qui est le concept d'agribashing et comment est-ce qu'un mouvement social se crée à travers le temps. On va voir au départ simplement le fait que la communauté des agriculteurs en fait reprennent, vont petit à petit structurer le mouvement. Ça va arriver dans les communautés médiatiques qui sont ici. Et ça va grandir et petit à petit, en fait, le mouvement de l'agribashing va se répercuter auprès des politiques et devenir en fait un mouvement qui va être commenté par absolument toute la société. Et donc là, c'est bien l'exemple d'une minorité des agriculteurs qui vont en fait pêcher un sujet, un point de vue national et dans un mécanisme qui prend du temps. Ça ne paraît rien, en fait, cette illusion de majorité qui va influencer ce passage de la minorité à la majorité. Mais en fait, quand une minorité arrive à propulser son message à un échelon national, il y a un autre phénomène qui s'appelle le steeping effect, l'effet d'assouplissement. C'est le fait qu'en fait, on va avoir tendance avec le temps à oublier l'émetteur d'un message, mais ne pas oublier le message en question, en fait. On ne sait plus qui l'a dit, mais on sait le message en tant que tel et on le retient. Je vous prends un exemple, mais avec le Balance ton port en France qui a eu lieu. Je vous ai sélectionné en fait la période en termes de tweets uniques qui ont été propulsés dans les premières 24 heures du mouvement. Uniquement 3000 personnes en fait qui ont été principalement en fait des mouvements féministes, donc le statut de minorité. Et je vous ai fait un autre visuel où on voit sur 3 ans en fait les volumétries auprès de Balance ton port. C'est-à-dire que même si c'était au départ un amorçage de par une minorité de personnes. Ça a fait en fait tellement d'écho et un message tellement fort d'un point de vue et un agenda national en fait que on a des résurgences à travers le temps qui reviennent et qui sont réinvoquées dans le discours et qui fait qu'aujourd'hui en fait c'est comme quelque chose de normal. C'est un phénomène en termes de choses, si je devrais le structurer, on passe en fait de structuration homophilique, on est seul, il n'y a que 3 personnes qui aiment la bière française en Belgique, vers une logique de groupe avec du coup les débuts médiatiques, du fait que c'est un mouvement qui se crée petit à petit. Petit à petit, ça crée le statut de tendance, ça devient important. Il y a une coalition, il y a une négociation des vocabulaires, les gilets jaunes n'est pas un nouveau mouvement, les poussins, d'autres choses, des hashtags qui se créent. Il y a une reprise politique qui donne la légitimité au mouvement, qui met en lumière médiatiquement les choses, parce que les politiques attirent les médias avec eux. Et petit à petit, du coup, les ennemis de ce mouvement se disent que c'est important et donc vont légitimer en fait ce mouvement par antagonisme et vont créer en fait une systémique qui va sans cesse tourner en rond et qui va faire en sorte que le débat s'installe en fait dans l'espace public. Et la dernière phase, c'est la phase d'accroissement de notoriété où il y a des gains de part de marché en fait de la minorité dans l'espace global. Donc j'ai montré d'abord les informations, je vous rassure, j'ai bientôt fini, mais c'est un peu compliqué de le faire plus rapidement. Il y a les changements informationnels, comment est-ce que les minorités tentent d'influencer pour devenir une majorité. Maintenant, ce qui m'intéressait et ce qui vous intéresse normalement plus par rapport au fait des marques, du community management et corporate, c'est comment est-ce qu'on distingue le minoritaire du majoritaire? Comment est-ce qu'on distingue ce qui est une minorité et ce qui est important? Je dirais qu'il y a 3 types de traces pour une organisation. C'est la trace représentative. C'est finalement un commentaire négatif contre votre marque qui va dire c'est de la merde. Et finalement, c'est une opinion qui est partagée par plusieurs clients. La deuxième chose, c'est l'expression. Et là, cette trace, elle est importante évidemment parce que c'est une trace, ok, mais les symboles de plusieurs autres clients. Donc, il faut la traiter, voire la changer et changer l'organisation. L'expression d'une communauté qui en fait s'en fout
de la marque, mais pour laquelle l'organisation est un idiot utile. Je prends l'exemple ici avec une cartographie où c'était Orange, où un technicien Orange était voir une blogueuse qui s'appelait Buffy Mars et l'avait draguée par SMS. Buffy Mars n'avait pas aimé, s'était plaint sur les réseaux sociaux et avait capitalisé toute une audience que vous voyez en bleu. Et tout le reste, en fait, ce sont d'autres qui ont amené le débat de on ne peut plus draguer en France, c'est vraiment n'importe quoi, etc., etc. Et en fait, la marque Orange est complètement noyée dans ce débat. C'est une arène qui n'est plus la sienne, si on revoit ma métaphore des arènes que j'avais exploitées précédemment. Et donc là, la marque, elle a intérêt en fait à s'effacer et certainement pas prendre position. On a eu le cas récemment du hijab de Decathlon, pour lequel on a eu exactement la même chose. Ensuite, on a la trace visible, où c'est une expression qui n'est pas partagée par énormément de gens, mais dont on sait qu'elle est exprimée par quelqu'un qui, lui, a beaucoup de visibilité. C'est le cas d'un influenceur qui se plaint d'une marque. Et c'est là, évidemment, elle est problématique parce qu'elle peut influencer la majorité. Par ailleurs, en tant que marque, toutes les marques en marketing ou autres vont en fait avoir tendance aussi à s'approprier les minorités. On ne connaissait pas le débat du sans gluten avant, et en fait maintenant on a du spaghetti sans gluten et autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, mécaniquement, ils vont tenter de convaincre tout le monde, à contenter tout le monde, et ce faisant, en fait, ils vont donc incorporer la minorité dans la majorité. Et c'est finalement le jeu total de ce qui s'opère à chaque fois. Une marque, elle a tendance à vouloir contenter tout le monde parce qu'elle veut vendre son produit globalement. Et donc, on va essayer de contenter tout le monde et donc d'incorporer la minorité dans la majorité et de dire, ben, en fait, toi, ça ne te dérange pas qu'il y ait des pâtes sans gluten. Il y en a que ça gêne, donc achète-les, ça ne te pose pas problème et donc avançons. Et donc, finalement, et je finis là-dessus, c'est ma dernière slide. Je reviens avec ma slide toute moche visuelle de 2014. En fait, on en revient à des organisations de ce que je disais là, qui sont en perpétuelle lutte dans l'identification des tendances pour avoir le produit mainstream de demain, partagé globalement en majorité, et en lutte face à des minorités qui parfois veulent de manière extrême attenter à leurs activités. Et donc, si content is king, weak signals is coming. Et au final, la minorité d'aujourd'hui est peut-être la majorité de demain. Voilà. Je suis toujours là pour le coup, je suis très frustré parce que j'ai pas eu. Il y a une partie où on n'a pas très bien entendu. C'était de la partie du début où tu avais les oreillettes. Donc désolé vraiment pour la partie début, mais la fin, voilà. Donc je pense qu'il faudra qu'on trouve une solution, Nicolas, peut-être pour refaire la conf. Nous, on le fera de notre côté et puis qu'on l'enregistre et qu'on puisse la repasser aussi pour que les gens aient le début. Je pense que ce serait pas mal. Ok. Voilà. Est-ce que Moi, j'ai tout entendu, mais j'ai rien compris. Très bien, Pierre. Je me doutais bien. Est-ce qu'on a Damien Damien devrait arriver. Ça va pas Je suis tarder. toujours là. Ouais, je t'entends, Damien. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que toi, tu as une question pour Nicolas? On va faire vite parce Alors, que Nicolas, oui, comme disait Christophe, effectivement, j'ai pas pu tout entendre. ouais. Il y a peut-être, tu en as peut-être parlé, mais si les minorités sont la nouvelle majorité, comment éviter l'explosion des marques avec des gammes qui seraient micro-morcelées pour essayer de plaire à tout le monde? En fait, c'est une question que j'adore parce que le fait de vouloir contenter tout le monde, en fait, c'est l'essence même contraire d'une marque. Une marque, elle est positionnée pour une cible bien précise et donc elle doit faire des choix. Et finalement, les antagonismes parfois minoritaires sont parfaits pour les marques dans la mesure où elles les confortent dans leur identité. C'est mon célèbre adage que certains connaissent ici parce que je l'ai dit 50 fois, mais Batman sans le Joker, c'est juste un connard en slip. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, on est le héros que parce qu'on a notre propre antagoniste sur le côté. Et donc, non, moi je ne suis pas pour le parcelle morcellaire. Je rappelle que les marques comme Procter Gamble, Unilever ont créé une marque à chaque fois pour chaque minorité. Et donc c'est davantage mieux parce qu'en fait sinon on se perd dans son identité. Oui, mais ça nécessite des moyens énormes. Et aujourd'hui, on le voit, on a plutôt tendance à essayer de faire de la réduction, vu la tendance actuelle.
Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un marché extraordinaire pour des petites startups qui peuvent se positionner sur une micro-niche? On le voit avec les fameuses marques qu'on appelle les DNVB, les marques digital natives. Est-ce que finalement ces marques-là n'émergent pas grâce à ce que tu dis finalement? Oui, c'est le schéma classique de ce qu'on connaît dans le cycle de l'innovation. En fait, on va identifier une tendance auprès d'une minorité dont on ne sait pas en fait si elle va devenir majorité. Et tel le PMU, on va parier que ça va grandir et augmenter. Et la startup elle a deux choix. Soit en fait elle va être dans un cycle de croissance tellement fort que elle va devenir la majorité et devenir une marque importante. Ou alors, en fait, elle va tellement en fait capter sa minorité qu'elle va être très intéressante pour un autre gros poisson dans le but d'être racheté. Je suis désolé, messieurs, c'est super intéressant. Bon, on va devoir en rester là. Je pense qu'on peut applaudir Nicolas. Et merci, Nicolas. Merci d'être à nos côtés maintenant depuis quelques années. Je crois que la date, c'était 2014, la première fois où tu es intervenu à l'IREBD. Donc, tu commences à avoir quelques heures avec nous. Donc, encore merci. À très vite.